Bonjour à tous, ravi de vous avoir avec nous aujourd'hui pour notre cinquième édition des Tech Series, une session dédiée à notre communauté d'experts microstratégie. Je suis Ludivine Fèvre et je suis accompagnée de mon collègue Thierry Duval. Nous sommes tous les deux ingénieurs avant-vente chez MicroStratégie. Nous sommes aujourd'hui en mode webinaire, donc vos micros sont coupés, mais vous pouvez utiliser l'option chat de Zoom si vous avez des commentaires ou des questions et nous ferons au mieux pour y répondre en direct. Vous allez maintenant entendre parler de MicroStrategy One. Donc aujourd'hui, on va parler de l'update MicroStrategy One Update 10, qui va être suivi des updates trimestriels MicroStrategy One Update 11, etc. Donc pourquoi ce changement de nom? Tout d'abord parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus, comme les années précédentes, de version majeure. On a eu la version MicroStratégie 2021, de MicroStratégie 2020 précédemment, puisque toutes les innovations produites, les nouveautés, les correctifs sont inclus dans des updates qui sont trimestriels pour la partie serveur et mensuels pour la partie client. À partir de l'update 4, les updates sont full platform, c'est-à-dire que la totalité du code est inclus dans l'update lui-même. Avant, il fallait d'abord installer la version majeure, la version de base, puis l'update par-dessus. Depuis l'update 4, ça se fait en une seule fois. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ça n'a plus de sens de donner le nom de l'année, par exemple, la MicroStratégie 2020-2021. On va parler de MicroStratégie One. MicroStratégie continue à innover, notamment dans les domaines de l'analytics augmentée et de l'intelligence artificielle. On va voir dans les trimestres et années qui viennent beaucoup d'innovations qui vont permettre d'aller encore plus loin pour faciliter l'accès au self-service, pour que tous les utilisateurs puissent créer et partager du contenu. Ces innovations constantes sont possibles grâce à la plateforme MicroStrategy One, qui va proposer des outils modernes qui vont permettre de couvrir l'ensemble des cas d'usage et offrir une totale ouverture aussi bien en termes de compatibilité avec les différents providers cloud que les sources de données et la capacité d'étendre les capacités de la plateforme en fonction des besoins des clients. On retrouve ici la notion de cloud power parce que MicroStrategy fournit des offres cloud managées et certaines innovations, et notamment tout ce qui est lié à l'open AI, donc l'open intelligence artificielle, du fait qu'elles sont disponibles en cloud, vont être disponibles dans un premier temps, en tout cas, uniquement pour nos clients cloud managés. Mais cependant, on va continuer bien sûr à supporter tous nos clients on-premise, qui sont nombreux, et ils vont bien sûr pouvoir aussi tirer parti des innovations, notamment en machine learning via l'intégration avec des solutions partenaires, par exemple DataIQ, DataRobot, Amazon SageMaker, AutoML. Donc bien entendu, les innovations vont pouvoir bénéficier à l'ensemble de nos clients. Voici l'agenda du jour. Nous allons commencer par les nouveautés qui concernent librairie et dossier ou portfolio. Comme on l'a déjà évoqué lors des précédentes Tech Series, un des mouvements importants aujourd'hui pour moderniser les usages est le passage pour les utilisateurs de l'interface web historique vers la librairie. Et donc, on va, comme à chaque update, découvrir les dernières nouveautés. Et Thierry vous parlera ensuite de la partie Workstation et intelligence artificielle. Alors, on va commencer donc avec la partie librairie et dossier. Pour commencer, je voudrais revenir sur le concept d'application et de content group, qui sont des éléments qui vont permettre à la fois de personnaliser l'expérience utilisateur dans la librairie et aussi d'organiser le contenu. Donc pour rappel, dans, la librairie, on va retrouver la notion d'application qui va pouvoir être configurée dans Workstation. Une application va permettre de personnaliser l'expérience utilisateur dans la librairie. On va pouvoir choisir la page d'accueil, le contenu, les fonctionnalités ou encore l'apparence avec la possibilité à présent de modifier le logo et le thème de librairie pour une population donnée ou pour l'ensemble des utilisateurs. Donc si je vais sur ma librairie, ici c'est ma page d'accueil classique. Donc je vais pouvoir, je vais retrouver notamment mes groupes les groupes par défaut qui sont des groupes qui sont créés par l'administrateur dans Workstation et qui sont poussés
aux différents utilisateurs, donc par profil. On va pouvoir bien sûr définir une sécurité sur les groupes par défaut pour définir qui peut les voir ou non. Donc c'est une façon d'organiser le contenu par thématique. On peut reprendre les notions de projet ou de répertoire qui existent dans l'arborescence web. Donc ça, les groupes par défaut ou encore les content groups sont définis par l'administrateur. Et l'utilisateur peut aussi organiser le contenu comme il le souhaite via la notion de groupe personnel que l'on retrouve ici. Donc là, je suis déjà dans une application qui est l'application, on va dire, par défaut. Et si d'autres applications ont été créées par l'administrateur, on va pouvoir les retrouver via le menu en haut à droite. Donc ici, en cliquant sur le petit icône, et je retrouve mon nom et mes différentes applications. Un utilisateur peut avoir accès à une ou plusieurs applications. Si j'ai accès à plusieurs applications, je vais retrouver la liste ici. Si j'ai accès à une seule application qui n'est pas la page d'accueil, bah, quand je vais cliquer sur l'URL de ma librairie, je vais arriver directement sur l'application sur laquelle j'ai des droits. Et on peut aussi générer un URL par application et fournir cette URL à un utilisateur pour qu'il arrive directement sur une application donnée. Donc là, on a vu la page d'accueil par défaut. On a la possibilité d'avoir des applications qui vont être restreintes à des groupes par défaut, donc des content groups. On voit un exemple ici. Donc là, vous voyez que j'ai personnalisé la barre supérieure. Et ici, dans mon menu, je vais retrouver mes différents content groups qui ont été définis par l'administrateur et ajoutés à cette application. Ici, je suis restreinte au contenu de ces contenus. C'est-à-dire que je ne peux pas accéder à d'autres contenus. Si j'utilise, par exemple, ma zone de recherche ici, bah, dans ce tableau de bord que je recherche n'existe pas dans ma librairie. Et par ailleurs, il ne me permet pas d'aller chercher du contenu qui n'a pas été publié dans ma librairie. Et vous pouvez observer ici que le bouton plus n'est pas apparent. Donc, cette personne-là, même si elle a des privilèges pour créer du contenu, elle ne va pas pouvoir créer des rapports et des portfolios dans cette application puisque cette application a été restreinte au content group. Un exemple similaire, mais là en mode ouvert. Donc, c'est une autre application qui contient également des content groups. On voit qu'elle a été personnalisée. On a changé la couleur de la barre supérieure. On a changé le logo également, la couleur de fond des vignettes. Et ici, je peux également changer la couleur du menu. Donc, j'ai bien des content groups. Cependant, là, l'accès est ouvert, ce qui veut dire que je peux avoir du contenu. Je peux moi-même ajouter du contenu à mes bibliothèques et je peux également créer du nouveau contenu depuis cette application qui contient des content groups. Alors, à quoi ça ressemble dans Workstation? Ah, alors, ici, donc dans Workstation, sous Administration, je vais retrouver mes applications. Et donc, si j'édite une application, donc par exemple celle-ci, je vais retrouver différentes fonctionnalités qui sont proposées au niveau application. Donc son nom. Je peux définir des modes d'identification par application. Par exemple, avoir une application en standard et une autre en LDAP. Je peux également soit regarder la page d'accueil standard, soit utiliser un dossier comme page d'accueil. Je peux définir les différents composants que je souhaite activer, donc les différentes fonctionnalités. Et au niveau de l'apparence, je peux également changer le logo et les différentes couleurs de l'interface. Alors, petit bug, hein, on dirait que c'est pas le bonjour aujourd'hui pour les démos. OK. Alors donc ici, je peux changer le logo qui va être affiché en haut à gauche et je peux également définir différentes couleurs pour les différents composants, que ce soit la barre supérieure, la barre sur le côté, la barre quand on clique un élément, également le fond des vignettes, etc. Et donc, je peux vraiment définir mes codes couleurs. Au niveau du dossier, je vais aussi pouvoir spécifier la palette de couleurs qui va être appliquée aux différents portfolios de mon application.
Et ici, au niveau du contenu, les différents content groups, donc groupes par défaut que je souhaite afficher. Je peux également personnaliser la communication email, etc. Et ici, c'est là où je vais configurer la possibilité de passer d'un environnement à l'autre, par exemple de dev à recette à production, depuis mon URL de ma librairie de développement. Par exemple, je vais pouvoir switcher d'un environnement à l'autre. Donc, on a vu le principe d'application. Ce que je vous ai montré donc au niveau des applications, quand on a des content groups, on a 2 options. Par défaut, l'application va être vraiment restreinte au contenu des content groups et alors le bouton plus pour la création est désactivé. Mais on peut, en choisissant l'option, donc au niveau de l'application dans content, on a un petit menu qui permet de choisir d'autoriser les utilisateurs à voir et à créer du nouveau contenu. Et donc, dans ce cas, la personne pourra ajouter du contenu externe à son application et également créer du nouveau contenu. Une nouvelle fonctionnalité très intéressante également, c'est la possibilité d'avoir des thèmes réutilisables dans les portfolios. Donc, quand vous êtes en mode éditable à partir de l'update 10, dans un portfolio dans librairie, vous allez avoir un nouveau panneau qui est le panneau de thème qui va permettre d'appliquer très rapidement un nouveau thème, donc qui va comprendre différentes polices, couleurs au niveau des différents composants, que ce soit le texte, les sélecteurs, les graphiques. Et donc, ça peut se configurer dans Workstation. Alors, dans librairie, je vais revenir sur sur mon application classique. Je vais lancer mon tableau de bord. Et donc ici, comme j'ai dit, il faut être en mode éditable. Et au niveau vue, donc je vais pouvoir afficher le nouveau panneau de thème qui apparaît ici. Donc là, vous voyez, par exemple, j'ai des KPI widgets avec un fond bleu foncé, j'ai différentes couleurs, différentes polices. Si j'applique, par exemple, le Corporate Theme 2, ça va modifier différentes couleurs, polices pour les différents éléments graphiques. Donc, ça permet de très rapidement changer le look and feel des différents composants de votre portfolio. Donc, comment ça se configure? Ici, dans Workstation, vous pouvez tout simplement créer un portfolio. Donc là, je vais partir d'un portfolio existant. Ah bon, il n'est pas... alors bon, je ne sais pas pourquoi il s'affiche un petit bug encore. Alors, il est bon, pas très joli, mais c'est juste pour l'exemple. Donc ici, j'ai donc différents composants. J'ai du texte différent, un KPI widget et différents graphiques. Et alors, au niveau du menu format, je vais pouvoir sauvegarder en tant que thème. Donc là, on retrouve du coup les différents éléments graphiques qui se trouvent dans mon tableau de bord, les graphiques, où je peux justement activer et désactiver en fonction, puisque là, j'ai plusieurs possibilités, donc je choisis celle que je veux intégrer dans mon thème. Et par exemple, si je rajoute, disons, un sélecteur, là, je vais faire un sélecteur de catégorie. Hop, sélectionner mes targets. Je vais aller rapidement changer la mise en forme. Et je vais, donc si je recommence à ma manipulation, format sauvegardé en tant que thème, vous voyez qu'ici, j'ai un nouveau composant qui est le filtre et donc qui va prendre en compte la mise en forme du composant que je viens juste de créer. Donc, voilà. Donc vous pouvez, les administrateurs, développeurs peuvent créer des thèmes qui seront ensuite mis à disposition des utilisateurs. Juste un rappel, on avait cette notion de template qui avait été introduite dans l'update 8. Alors, les thèmes et les templates, c'est deux notions différentes et complémentaires. On peut tout à fait, un utilisateur va pouvoir, au moment de la création d'un tableau de bord, partir d'un template, donc qui va pouvoir comprendre éventuellement des jeux de données, une charte graphique, donc logo, des couleurs, etc. Parfois des graphiques préconfigurés.
Donc ça, c'est une chose. Et il peut tout à fait, à partir de ce template, appliquer des thèmes. Donc c'est deux concepts différents et qui sont donc complémentaires. Une autre nouveauté dans la partie création de portfolio, c'est un nouveau connecteur pour SharePoint, donc les SharePoint Lists. Les SharePoint Lists, c'est un peu des ensembles de données, on va dire, en ligne, en colonne, un peu comme l'équivalent d'un fichier Excel. On a certaines organisations qui utilisent pas mal les SharePoint lists donc dans SharePoint Online pour stocker des données, et ça permet de facilement configurer et de mettre à jour les données par les utilisateurs et de les partager. Et donc aujourd'hui, quand vous faites du data import, vous avez la possibilité de configurer la connexion à votre identity provider et ensuite de pouvoir importer directement dans MicroStrategy des données provenant de listes SharePoint. Et le dernier point sur la partie librairie, alors je l'ai mis à la fin puisque c'est un preview feature, comme je l'ai dit, c'est pas encore generally available, mais vous pouvez le tester, c'est la découverte de contenu pour naviguer à partir des répertoires depuis librairie. Donc on a pas mal de clients pour qui c'est un peu compliqué le passage vers librairie, puisqu'on ne retrouve pas justement le côté répertoire et sous-répertoire qu'on peut retrouver en web. Et c'est vrai que librairie, le principe, c'est d'avoir une organisation à plat et de pouvoir utiliser justement la recherche ou l'organisation via les applications et les content groups. Et ça semblait être un point important. Donc maintenant, on va pouvoir l'activer. Ça s'active dans Workstation au niveau des applications. Donc, il faut tout d'abord, ça c'est plutôt un prérequis, il faut que l'option autoriser les utilisateurs à voir et à créer du nouveau contenu soit activée. Et une fois cette option activée, on va pouvoir, dans la partie composants, alors c'est un peu caché, il faut cliquer sur Sidebar qui est sous Librairie Window, et on va avoir cette option qui s'appelle Content Discovery. Donc, dans Workstation, dans l'application, on va le retrouver donc dans les composants, ici en cliquant sur Sidebar. Et donc, on peut activer cette option qui s'appelle Content Discovery. Et donc, dans ma librairie, je vais retrouver dans mon panneau de gauche ce nouveau menu qui s'appelle Découverte du contenu, qui va me permettre de sélectionner un projet et ensuite de naviguer, donc soit dans les rapports partagés, soit dans mes rapports pour retrouver du contenu. Ensuite, une fois positionné dans un répertoire, on a la liste du contenu, donc ça peut être des rapports, des documents ou des portfolios. Et je peux, si mon portfolio n'est pas dans ma bibliothèque, je peux l'ajouter directement ici en cliquant sur le petit icône « Ajouter à la bibliothèque » ou je peux aussi le lancer et je retrouve mon bouton bleu. Si le portfolio n'est pas dans ma bibliothèque, je peux l'ajouter directement ici en cliquant sur son bouton bleu. Donc ça, c'est une nouvelle fonctionnalité assez intéressante qui permet un peu de retrouver l'organisation dont les utilisateurs ont l'habitude, à condition bien sûr que vous souhaitiez autoriser cette fonctionnalité. Ludivine, Donc, je vais pouvoir prendre la suite si tu veux, puisque miracle de la technique, j'ai pu me joindre au Zoom finalement. très bien. Donc, on va pouvoir basculer sur la Là, suite pardon. sur mon écran. Très bien, bah, je te... Par contre, je n'ai pas le partage d'écran, donc tu Ah vas d'accord, donc continuer D'accord, à dérouler les slides. ça Donc, marche. pour cette deuxième partie de la présentation, on va s'intéresser maintenant à une petite nouveauté intéressante de Workstation dans l'update 10. Si tu veux bien passer le slide. Et l'objectif, c'est de pouvoir gérer la sécurité donnée via une table en base. Donc là encore, hein, c'est une fonction preview, c'est ce que vient de dire Ludivine. Donc c'est une fonction qui est disponible dans le produit, mais qui sera définitivement actée, définitivement supportée dans le prochain update ou dans un update qui va suivre. Et donc, cette nouvelle fonctionnalité, elle va permettre donc de gérer la sécurité des données, aussi bien pour les requêtes en Live Connect, donc directement envoyées sur les données, que sur les requêtes sur Cube In-Memory. Donc voilà comment ça fonctionne. On suppose que vous avez une table en base qui définit les habilitations. Donc là, par exemple, j'ai deux logins, 1 et 2, et je vois que mon login 1 est restreint aux régions, ça peut être des régions ou autre chose bien sûr, mais il est restreint aux régions nord-est et nord-ouest, et mon login 2 est restreint aux régions sud-est et nord-est.
C'est la première étape, c'est vous qui la fournissez. Deuxième étape, dans Workstation, on va créer un rapport Freeform SQL, c'est possible maintenant dans Workstation, qui va utiliser comme paramètre le prompt system user login. Donc voilà comment ça fonctionne. C'est juste une ligne à votre rapport Freeform SQL. Il va prendre l'attribut qui définit la sécurité, donc ici la région, donc select region ID, from la table qui est juste au-dessus, where le user login, c'est-à-dire la colonne numéro 3, est égal au système prompt. Et donc on va automatiquement passer au rapport Freeform SQL le login de l'utilisateur pour appliquer ces habilitations. Troisième étape, on va créer un nouveau filtre de sécurité qui est basé sur le rapport Freeform de l'étape 2. Donc là, c'est très simple. Vous faites nouveau filtre de sécurité et plutôt que de choisir un attribut, vous allez pointer sur le rapport Freeform précédent. Et enfin, quatrième étape, vous allez tout simplement appliquer ce filtre de sécurité sur votre utilisateur. Voilà, donc c'est une nouvelle façon de gérer la sécurité. Il y a certains de nos clients qui l'ont demandé, la définition des habilitations à partir d'une table. On va poursuivre avec la présentation et je vais vous parler d'une autre fonctionnalité qui est dans l'update 10. Ce sont les premiers pas de MicroStrategy dans l'intelligence artificielle. Alors, il y aura plein d'initiatives qui vont être lancées sur ce sujet. On aura l'occasion de vous en reparler dans des prochains updates. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, slide suivant, c'est le fait qu'on peut maintenant interroger les données via un chatbot qui est intégré dans Librairie. Donc là encore, c'est une fonction preview qui sera définitivement actée dans le prochain update. Et c'est une fonction qui est limitée à nos clients cloud pour des raisons essentiellement d'architecture technique. Ce n'est pas une fonction qui est disponible dans la version on-premise. Donc le principe, c'est de pouvoir interroger les données du dataset, peu importe que ce soit un dataset basé sur la couche sémantique ou des données importées, donc d'interroger ces données en langage naturel et de recevoir des réponses sous format texte. Alors, je vous propose de passer au slide suivant. Pour la démonstration, je vais utiliser un dossier, un portfolio, un des portfolios qui est disponible dans notre interface de démo. Donc, on peut y aller, Ludivine. Voilà, donc c'est un portfolio classique. Là, on parle de revenus, on parle de profit, on parle de marge. J'ai un certain nombre de magasins. C'est le projet tutoriel pour ceux qui le connaissent. J'ai ici une deuxième page où on parle de catégories de produits. Là, je file sur une catégorie de produits qui me permettent de descendre à des niveaux de détail plus fins. J'ai une troisième page qui me permet de comparer mes magasins, mes produits. Donc, c'est un dossier tout à fait classique. Et vous voyez qu'en haut à droite, j'ai un nouvel icône qui apparaît, c'est l'assistant IA. Alors, pour bien vérifier que l'assistant IA ne me dit pas n'importe quoi, j'ai créé des grilles pour vérifier les réponses qu'il va me donner. Je vais cliquer sur le bouton. Alors, il me dit « Bonjour Thierry Duval, je peux vous aider à comprendre votre jeu de données. » Et juste en dessous, il m'expose les attributs, les mesures de mon jeu de données. Ce sont les éléments que je vais mettre dans mes questions. Et donc, je vais commencer par une première question. Je vais lui demander, par exemple, donne-moi le profit par catégorie. Donc là, on lui demande de lister quelque chose. Donc, le profit par catégorie, c'est le tableau en haut à gauche. En haut à gauche, vous avez les 4 catégories. Vous avez la colonne de profit en 3e position. Et donc, on va vérifier que ce qu'il me dit, c'est bien ce que je retrouve dans mon tableau. Notez que j'ai mis catégorie en français, j'écris ma question en français, bien que mes objets soient en anglais, ça ne lui pose pas spécialement de problème. Et donc, il me retourne la réponse en mode liste, le profit par catégorie est le suivant, et je retrouve bien les chiffres qui sont dans ma grille en haut à droite. Alors, on va punaiser l'assistant IA de façon à bien libérer l'espace pour les grilles. Donc ça, c'était une question de type listing. Je lui posais une question un peu plus compliquée. On va lui demander quel est le magasin avec la plus haute marge. Donc là, on est sur une fonction de type ranking. On veut filtrer sur la marge et on veut sortir le magasin qui a la plus haute marge. Donc ça, c'est la grille qui est en haut à droite. Là, j'ai trié par ordre décroissant ma marge, donc il devrait me sortir San Francisco. Et c'est bien ce qu'il me dit, le magasin avec la plus haute marge, c'est San Francisco avec la valeur. Alors, on aurait pu poser une question un peu différemment. On pourrait par exemple lui dire quels sont les 3 magasins, cette fois-ci, non pas avec la marge la plus haute, mais avec le profit le plus élevé. On phrase la question un petit peu différemment, mais c'est toujours une question de type ranking. Donc là, sur ma grille en haut à droite, je vais trier par ordre décroissant mes magasins. Donc, il devrait me sortir les 3 premières lignes que vous avez dans la grille en haut à droite. Les 3 magasins avec le profit le plus élevé et Milwaukee, New York, mon canal web. Oui, c'est bien cohérent avec ma grille.
ce sont les 3 magasins avec le profit le plus élevé. Alors, on va changer un petit peu de question. On va maintenant lui demander une question, on va lui poser une question avec du filtre. Quel est le revenu pour l'année 2020? Donc là, c'est la grille en bas à droite. En bas à droite, vous avez les différentes années. Donc, il devrait me sortir la dernière valeur de la grille, 14,859 millions. Et oui, c'est bien ce qu'il me dit, c'est bien mon revenu pour l'année 2020. Alors, faisons un peu plus compliqué. Maintenant, une question avec un double filtre. Quel est le profit de la catégorie musique? Donc ça, c'est mon filtre sur ma catégorie. En 2020, c'est mon filtre temps. Donc là, c'est la grille en bas à droite qui va nous donner la réponse. Catégorie musique, c'est la dernière ligne et profit, c'est la dernière colonne. Donc, il devrait sortir 76,8 kilo-euros et c'est bien la réponse qu'il donne. Donc, le double filtre marche tout à fait dans la question. Et enfin, allez, on va lui poser une dernière question de type agrégation. On va tout simplement lui demander quel est le revenu total. Donc là, c'est plutôt la grille en bas à droite qui va nous donner la réponse. C'est la somme des 3 années qui sont dans la table, 35 millions. Est-ce qu'il agrège correctement? Le revenu total est de 35 millions. Oui, c'est correct. On va s'arrêter là. On va pas forcément continuer avec la suite, puisque ce sont des questions qui sont redondantes. Donc, tu peux arrêter, Ludivine. On peut directement passer à la suite. Pour arriver à ce résultat. Donc là, vous avez vu, les questions sont en français. Les réponses sont retournées en français. Peu importe la façon dont on les pose, la question est interprétée correctement. Peu importe si les objets sont en anglais dans la version d'origine et qu'on parle en français ensuite, il arrive à interpréter tout ça. Donc, pour arriver à le configurer correctement, donc pour nos clients cloud, encore une fois, vous allez dans Workstation et vous verrez une nouvelle entrée de menu dans la partie administration qui est le AI modèle, configuration d'un modèle d'intelligence artificielle. Et il vous proposera 2 providers d'intelligence artificielle, OpenAI et Azure OpenAI. Donc, vous avez besoin d'avoir un compte sur une de ces 2 plateformes et tout simplement, vous rentrez ce qui s'appelle le client secret, ce qui vous authentifie en fait, c'est votre compte sur un des 2 outils. Donc, vous rentrez votre client secret, vous rentrez le modèle. Je crois que seul ChatGPT 4 est supporté par MicroStrategy, la version 3.5 ne l'est pas. Donc, vous rentrez le modèle GPT-4 et vous rentrez votre clé secrète. Donc, encore une fois, c'est une fonction preview. Donc, pour nos clients cloud, vous pouvez commencer à la tester dès maintenant si vous avez un compte OpenAI ou Azure OpenAI. Et d'une façon générale, l'intelligence artificielle, c'est un axe de développement important pour MicroStrategy qui a été amplement discuté lors de notre événement World à Orlando au début du mois de mai. Donc, il y aura plein d'autres choses qu'on aura à vous dire lors des prochains Tech Series. Alors, c'est tout pour ma partie. Je vous rappelle quand même que si vous souhaitez retrouver la liste des nouveautés, vous avez plusieurs façons de le faire. Soit vous faites une recherche Google et vous mettez simplement MicroStrategy What's New et vous arrivez sur la page que vous avez à droite qui vous liste pour chacun des updates l'exhaustivité des nouvelles fonctionnalités. Ou bien, si vous préférez lire des articles qui sont en anglais, mais qui sont accompagnés de vidéos, vous tapez MicroStrategy blog et vous tombez sur le blog qui est géré par notre équipe de R&D. Donc là, vous voyez en particulier qu'on a un nouvel article sur MicroStrategy One qui a été publié le 5 juin, je crois, donc il y a quelques jours. C'est une autre façon d'avoir accès aux nouveautés. Et puis, il existe aussi une troisième nouveauté, slide suivant, qui est de... Tu veux bien passer, Ludivine, à la suite, voilà, qui est d'utiliser un dossier, un portfolio qui est dans notre librairie de démo. Si vous allez sur demo.microstrategy.com, vous avez accès à tous nos assets de démo, et notamment, il y a un portfolio qui s'appelle Library of What's New, qui décline, update par update, toutes les nouvelles fonctionnalités. Donc voilà, vous avez ces 3 mécanismes qui vous permettent toujours de retrouver les nouveautés de chaque update. Et puis, si vous souhaitez retrouver nos Tech Series, donc celui-ci, plus tous ceux qui ont eu lieu précédemment, et bien là encore, vous faites une recherche Google, vous faites MicroStrategy Tech Series et vous tombez sur la page qui récapitule toutes les vidéos qui ont été déroulées depuis, l'initiative a été lancée en fin d'année dernière. C'est tout pour nous pour aujourd'hui. Il n'y aura pas de Tech Series en juillet et août. En revanche, on propose de vous retrouver au mois de septembre. Alors, ce Tech Series-là ne sera pas en mode webinar, donc on n'aura pas de problème avec Zoom.
Il se fera directement sur le stand MicroStratégie au Salon Big Data, qui a lieu comme tous les ans, sauf période Covid, au Palais des Congrès, et qui en particulier se tiendra donc le 25 et 26 septembre. Voilà, d'ici là, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt.